Bonjour, je m'appelle Julien Pellabert et je suis négociateur professionnel. Mon métier, c'est d'accompagner, former et assister des entreprises ou organisations à la conduite de leurs négociations les plus sensibles et les plus complexes. Bienvenue dans Pour parler, le podcast de la négociation. Notre ambition est simple, vous donner les clés pour mieux négocier. Mieux négocier pour un meilleur futur professionnel et personnel. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir comme invité Thierry Pommier. Bonjour Thierry. Bonjour Julien. Comment est-ce que tu vas? Écoute, très bien, en cette période estivale, on peut mieux aller. Exactement. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de sujets, mais surtout d'intelligence émotionnelle. Alors, avant de rentrer dans ce cœur, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours et qui tu es pour les personnes qui vont te découvrir, s'il te plaît? Oui, alors mon parcours effectivement est assez éclectique, on va dire. Donc j'ai une triple casquette. J'ai d'abord été économiste. Mm. J'ai fait un doctorat en économie internationale, économie de l'innovation. Et puis après, je suis parti travailler à l'ONU pendant 7 ans pour faire de l'assistance technique aux pays en développement, essentiellement en Afrique et Asie du Sud-Est. Et puis après, j'ai démissionné. Je suis parti faire une école de théâtre professionnel à New York. Tout à fait. L'American Academy of Dramatic Arts. Grâce. J'aime bien faire de la pub à cette école. Enfin, c'est une école qui m'est chère. Ensuite, et en parallèle, j'avais repris des études de sciences politiques parce que j'avais aussi quand même fait des études de Sciences Po. Et j'ai fait un doctorat de philosophie politique sur les fondements émotionnels du politique, ce qui m'a amené à me consacrer pendant 7 ans à la recherche sur les émotions et leur rôle dans les rapports gouvernants-gouvernés, les rapports hiérarchiques, et voir quelles étaient les émotions qui permettaient qui permettaient l'adhésion, qui permettaient le consentement, qui permettaient l'obéissance. Et ça m'a amené à développer un modèle que j'ai appelé Homo Emoticus, et qui est un modèle d'intelligence émotionnelle qui, au départ, était donc a été développé pour essayer de comprendre les rapports hiérarchiques, les rapports gouvernants-gouvernés, et qui finalement, à l'issue de ma thèse, je l'ai appliqué au rapport au management et au leadership, et il s'est avéré très pertinent au dire de tous les clients à qui j'ai pu le transmettre. Et donc, voilà, depuis maintenant 5 ans, je forme à ce modèle d'intelligence émotionnelle dans différentes institutions, certaines que nous avons en commun, d'où le fait que nous nous connaissions. Nous nous sommes rencontrés dans l'une d'entre elles. On peut le citer, hein. On peut la citer, c'est l'ENA, oui. L'ENA. C'est l'ENA, l'École nationale d'administration, enfin qui maintenant malheureusement a disparu sous cette appellation, mais qui perdure heureusement. Et donc voilà. Et je viens de sortir un livre justement qui est le fruit de ces 7 années de recherche et de ces 5 années d'application dans le management, qui s'appelle Homo Emoticus, l'intelligence émotionnelle au service du management. Génial. Alors, Au service des managers. Oui, alors ça va être très intéressant parce qu'effectivement, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans le cadre d'une négociation. Tu parlais que ton travail était vraiment sur comment susciter l'adhésion, et d'une certaine manière, c'est un peu le principe de la négociation. Mais alors, ma première question pour les gens qui sont pas forcément familiers avant l'intelligence émotionnelle, c'est de définir le mot émotion. C'est un mot qu'on entend régulièrement. C'est pas toujours évident de le définir. Est-ce que tu peux nous donner peut-être des éléments de compréhension sur c'est quoi une émotion, à quoi ça sert, d'où ça vient, voilà. D'accord. Alors, une émotion, c'est un état de modification corporelle. Donc, il y a un changement physiologique qui se produit. Il y a un état de modification psychologique. Donc, il y a un changement psychologique qui s'opère. Donc, c'est déjà un état qui donc se traduit par des transformations à la fois physiologiques et psychologiques, qui est dû à un état de plaisir ou de peine. Alors ça, c'est déjà une des caractéristiques des émotions qui a été, je dirais, identifiée dès Aristote. Donc, pour avoir une émotion, il faut ressentir donc un stimulus, le plus souvent externe, même si parfois il peut être interne, parce que les émotions peuvent naître à travers l'imagination ou la mémoire. Ça veut dire que donc, bien par des raisons internes, subitement, je vais me créer moi-même une émotion. Donc, il faut qu'il y ait un stimulus qui renvoie donc à une expérience de plaisir ou une expérience de peine. D'où le fait qu'on ait 2 types d'émotions, des émotions dites positives qui sont agréables, qui créent du plaisir, et des émotions négatives qui sont désagréables et qui font souffrir, et qui créent une souffrance d'abord mentale, morale, et qui peuvent avoir après des effets évidemment psychosomatiques et donc corporels. Donc voilà,
une première définition. Après, on peut ajouter différentes caractéristiques, qualités ou propriétés des émotions. Mais voilà, une première. D'accord, c'est intéressant. Mais alors, autant je vois l'intérêt des émotions positives sur le corps, autant c'est quoi les intérêts de vivre des émotions négatives? Parce que si tu veux, moi, peut-être notre seule ambition, c'est d'être heureux. Alors pourquoi est-ce qu'on vivrait des émotions négatives? À quoi ça répond comme besoin, peut-être? Bah, c'est pas en fait, c'est qu'on n'a pas le choix, c'est que en fait, il y a un certain nombre de phénomènes qui nous entourent qui vont nous faire souffrir. Et donc on est heureusement doué justement de ces émotions pour s'en rendre compte. Bah, par exemple, on voit un danger, Ok. voilà, on voit un serpent, on voit un homme qui vient avec un couteau. Là, on va avoir peur et avoir Et ça va peur, nous c'est faire première. reculer. Ben, et du coup, on va avoir notamment une des stratégies comportementales face à la peur, c'est la fuite, effectivement, ou le recul, ou évidemment essayer de mettre de la distance entre soi et le danger. Mais ça pourrait donner lieu à l'agression. Hein. Bien sûr. Justement, le premier modèle de comportemental de Walter Cannon en éthologie animale, c'est le fight or flight response. Face à un danger, je fuis ou je combats. C'est ce que font les animaux, c'est ce qu'on fait nous aussi. Mais évidemment, la stratégie de fuite est en général la première option parce qu'elle est plus sûre. On a plus de chances, enfin, on pense avoir plus de chances en s'éloignant du danger instinctivement que en s'affrontant, en confrontant le danger parce qu'on a peut-être des chances aussi de mourir. Donc du coup, c'est pourquoi les animaux fuient d'abord et quand ils n'ont pas le choix, ils agressent. Oui, donc Ou là, ils c'est font le mort. ou font le mort. Ou Et le font freeze. le freeze. Mais le freeze, effectivement, c'est une sorte de justement de fuite puisqu'on veut paraître invisible. Et oui. Parce que les prédateurs dans la nature répondent beaucoup au mouvement. Et oui. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de faire des safaris, mais quand on te donne les recommandations qu'on te donne, c'est que si tu te retrouves face à face avec un fauve ou un prédateur, surtout ne pas courir, surtout ne pas bouger. Parce que là, il va reconnaître que tu es une proie et donc tu as plus de chances, c'est contre-intuitif, mais tu as plus de chances de survivre si tu restes face à. Pour dire que, évidemment, là, il va falloir pouvoir se dominer, et dominer sa peur, justement, pour Bien se sûr. dire, surtout, Thierry, ne cours pas, ne t'enfuis pas, reste face au lion. Voilà. Donc, évidemment, là, il va y falloir, justement, c'est là où on va commencer à voir quels sont les moyens d'action sur nos émotions et comment la raison, la volonté peuvent agir sur une émotion qui nous invite sérieusement à partir. Et donc, les émotions, justement, je les ai décrites comme des états de transformation corporelle, physiologique. Donc, c'est qu'il y a une accélération, il y a un changement du rythme cardiaque. Donc, la respiration se modifie quand on a une émotion. Bien sûr. Et les émotions ont aussi la particularité de nous mettre en mouvement. Donc, dans émotion, et c'est bien de ex movere, c'est vraiment se déplacer. Donc, il y a d'abord un mouvement intérieur, puisque donc il y a un rythme cardiaque qui change, il y a des transformations, il y a des sécrétions d'hormones, et puis il y a effectivement un trouble mental, un bouleversement qui se produit au niveau rationnel. Donc tout est mis en mouvement, je dirais. Et évidemment, après, il n'y a qu'à laisser ces mouvements sortir et vouloir avoir des mouvements comportementaux, par exemple de fuite ou de rapprochement quand on rencontre, par exemple, ton idole. Si tu rencontres ton idole, ta rockstar qui passe dans la rue, tu risques d'avoir un mouvement de rapprochement, de vouloir aller vers elle, de vouloir lui demander un autographe, de vouloir rester à côté d'elle, de vouloir profiter de sa présence, parce que là, tu as de l'admiration et c'est une émotion qui, au contraire, nous rapproche les gens. Alors qu'évidemment, la peur ou l'envie va aussi nous faire éviter les gens qu'on envie. Parce que ça nous fait souffrir. Là, ça nous fait une autre type de souffrance. C'est une souffrance plus psychologique que physique, qui est liée plutôt effectivement non pas à un danger comme dans la peur, mais à un obstacle, une privation. Je vois quelqu'un qui a mieux réussi que moi, je vois quelqu'un qui voilà est plus brillant que moi et j'en ressens une peine intérieure. Donc là encore, effectivement, pourquoi cette peine? Ça, c'est un peu le mystère. Pourquoi le fait de voir des gens qui ont plus que nous ou qui sont plus que nous nous sentons privés, nous nous sentons frustrés. En tout cas, c'est une réalité, je dirais, anthropologique qui est celle de l'envie. Nous vivons parfois les supériorités des autres comme des privations et nous en ressentons soit une tristesse qui peut nous amener à une dépression, soit une irritation, une colère et qui peut nous amener à l'agression parce qu'on peut aussi agresser les gens qu'on envie. Voilà, donc C'est intéressant. C'est vraiment, excuse-moi de t'avoir coupé, Thierry, c'est intéressant, mais on va rentrer un peu plus en détail. C'est vrai que sur ton modèle, il y a 4 émotions qui sont la peur, l'admiration, l'envie et la gratitude. oui. Mais ce que je comprends de ton premier propos, c'est que d'une certaine manière, il y a un stimuli qui Oui. peut être interne ou externe,
Oui. et que l'émotion, en fait, elle va permettre au corps de se mettre en mouvement sur une prochaine étape. Et Oui. d'une certaine manière, de ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que mine de rien, c'est quelque chose qu'on subit. Ah bah oui. Ah bah, alors, Voilà, effectivement, c'est une des choses que je n'ai pas dites, mais effectivement, il faut comprendre l'archéologie du savoir, c'est-à-dire que les émotions, en fait, s'appelaient avant les passions, la jusqu'à la pathos, fin du la 19e. souffrance. Donc, et passion, ça veut bien dire, effectivement, il y a pathos, donc c'est bien la souffrance, et puis on est passif. C'est pour ça que les Grecs n'aimaient pas les émotions, et particulièrement le courant des Stoïciens, puisque c'est quelque chose qui nous prend par surprise Oui, et qui est subi. Je ne sais pas une seconde avant d'avoir une émotion que je vais avoir une émotion. bien Je ne sûr. sais pas encore que tu vas me mettre en colère parce que tu vas me dire quelque chose qui va me mettre en colère ou quelque chose qui va me faire peur. Donc, de toute façon, effectivement, le premier mouvement justement de l'émotion, c'est un mouvement effectivement physiologique avec une résonance mentale que tu subis. C'est le deuxième temps qui là va être celui où tu peux réagir. C'est que fait ton cerveau, que fait ta raison de oh, je sens que j'ai peur, je commence à avoir les jambes qui flageolent, ou je commence à qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrive à me contrôler? Est-ce que je m'enfuis? Est-ce que j'agresse? Qu'est-ce que je fais? Donc le premier mouvement, effectivement, une émotion, de toute façon, c'est toujours un état de surprise et un état subi. Envie d'apprendre à mieux négocier pour améliorer votre futur professionnel et personnel? Rejoignez le premier et unique programme de formation à la négociation globale en France. Ce parcours réunit 12 des plus grands experts français de la négociation. Anciens chefs de la cellule de négociation du RAID, du GIGN, enseignants à Harvard, experts en psychologie et détection du mensonge, criminologues, préparateurs mental. Le parcours est certifiant, avec une certification reconnue par l'État et 100% éligible au compte personnel de formation. C'est-à-dire que c'est 0 € de reste à charge pour 99% de nos apprenants. Alors à tout de suite sur négociation-global.com. Alors c'est vraiment intéressant parce que alors, les gens ne vont pas le voir pour ceux qui font le podcast, mais ceux qui le verront en vidéo. C'est la façon dont tu l'as illustré. C'est un mouvement de tes mains qui est parti du bas vers le haut. Donc, Oui. et pour les Grecs, alors si ma mémoire est bonne, mais à toi de me dire, c'est que l'émotion est au niveau de l'estomac. Elle est vécue sur le bas du ventre. Parce que les Alors, Japonais vont dire le hara, le hala, qui est la ouais, base du ventre. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous prend les tripes et qui ressort. oui, et en plus là, les mouvements aussi que je voulais donner, c'est comme une vague en fait, tu vois. Oui, ok. Et tu as même Kant qui a utilisé l'expression, c'est comme une digue qui rompt D'accord, oui. une émotion. Donc c'est quelque chose qui éclate. C'est soit, ou tu peux prendre aussi la métaphore du volcan. C'est comme une explosion volcanique, et notamment par exemple la colère, tu vois. C'est comme une éruption volcanique, ou c'est comme une vague qui monte et qui nous submerge. Si tu veux, c'est des métaphores qui traduisent très très bien ce qu'est une émotion. C'est quelque chose de très bref, intense, et qui nous fait perdre notre contrôle. C'est pour ça que les Grecs étaient comment dirais-je, très réservés sur les émotions parce qu'on perd le contrôle de sa raison, on a une perte de lucidité, on a une perte de rationalité, notre jugement est déformé et biaisé par l'émotion, donc c'est un état second en quelque sorte. Sartre parlait d'état magique. D'accord. Alors, dans ce cas-là, une fois qu'on définit cette notion d'émotion, vu qu'on l'a subie, c'est quoi l'intelligence émotionnelle? Comment est-ce qu'on peut faire preuve d'intelligence sur quelque chose d'une certaine manière qu'on subit? Comment est-ce qu'on en arrive à cette notion? Qu'est-ce que nous permet l'intelligence émotionnelle? Ah bah, l'intelligence émotionnelle, elle nous permet, alors parce que effectivement, là, c'est le moment fort de l'émotion, mais il y a tout ce qu'on peut faire en termes de prévention des états émotionnels. C'est-à-dire que, et ça, c'est déjà, les Grecs, justement, avaient la notion de vertu ou d'habitus, c'est-à-dire une disposition stable du comportement qui est acquise par des routines, par un apprentissage. Exemple, comment je fais pour travailler sur ma colère? Je vais travailler la vertu de patience. Dans patience, il y a pathos, il y a bien souffrance. Il faut que je m'astreigne à des expériences, des habitudes où quand j'ai une contrariété, quand j'ai un obstacle, où je ne m'énerve pas, je ne m'irrite pas. Et donc ça peut se travailler justement par la raison et la volonté. Donc tu t'exerces. Par exemple, tu dis, pendant une journée, quoi qu'on me dise, quoi qu'il m'arrive de contrariété, d'adversité, je ne m'énerverai pas. Et je fais un travail là-dessus. Et donc, je vais développer la vertu de patience qui est en fait un savoir-être, qui est qu'à chaque fois qu'il y a un stimulus à la colère, j'ai une disposition stable du comportement que j'ai entraîné qui me permet de contrôler ma colère.
D'accord, mais ça, je vais le garder en moi et au bout d'un moment, ça va me pourrir de l'intérieur si je. Ça n'a pas forcément d'effet. Non, parce que justement, si tu as ordonné cette routine à justement un bien. Donc, par exemple, la patience, c'est pour ne pas blesser les gens, ne pas agresser les gens, ne pas hurler les gens. Donc, si tu veux, dans le processus d'apprentissage, au même titre que si tu veux t'aguerrir contre la peur, il va falloir que tu travailles ton courage. Okay. Donc, le courage, c'est une vertu qui te permet d'affronter le danger. Et la lâcheté, c'est un vice qui fait que quand tu as peur, tu fuis. Le courage, c'est quand tu as peur, tu arrives à maîtriser ta peur et à surmonter le danger et voire à l'affronter. Donc, tu vois bien, Alors que la lâcheté, c'est que j'ai identifié la peur, mais je recule. Mais je recule. C'est-à-dire que la lâcheté, si tu veux, c'est une disposition, c'est ce qu'on appelait avant un vice. Bon, c'est des termes moraux, mais qui renvoient à des réalités psychologiques. C'est-à-dire que j'ai pris un mauvais pli dans ma disposition du comportement. Face à un danger, je fuis. Je n'affronte jamais le danger. Et donc, comme j'ai jamais affronté le danger, je développe ce qu'on pourrait appeler la lâcheté, c'est-à-dire un comportement type. À chaque fois qu'il y a danger, je pars. Alors que si je me suis aguerri un peu, c'est-à-dire que j'ai réussi à adopter des comportements courageux, la prochaine fois qu'un danger va arriver, j'ai plus de chances de pouvoir maîtriser ma peur. Et tout l'aguerrissement des soldats est fait là-dessus, c'est effectivement de pouvoir développer cette vertu de courage, de bravoure. Et il y a tout un tas de dispositifs pour ça, pour que quand la peur va venir, parce que la peur, tu l'auras toujours. Il n'y a pas un soldat qui n'a pas peur. Donc, le but n'est pas d'empêcher que la peur survienne. Le but est de pouvoir, quand la peur vient, être en mesure de la réguler. Et c'est là où on parle d'intelligence émotionnelle. Quand la colère vient, je suis en mesure de la réguler parce que j'ai développé la patience, la douceur, l'indulgence, la clémence. Tout ça, c'est des vertus. Si j'ai appris à être doux, à être patient, à être indulgent, à être clément, je me mets rarement en colère. Et je suis quelqu'un assez fréquentable et d'assez bienveillant et que les gens apprécient parce que je ne suis pas quelqu'un de irascible, de colérique, facilement irritable. Alors que si je n'ai pas développé ces vertus, je vais au contraire avoir le vice de l'impatience. Au lieu d'être doux, je vais être dur. Au lieu d'être indulgent, je vais être sévère. Je vais avoir ces plis de comportement qui viennent que quand l'émotion de la colère vient, je la laisse et au contraire, je la laisse m'emporter. Donc, il y a ce travail qui est possible de faire. Ça, c'est dans la prévention. Et puis après, évidemment, il y a dans le moment même, il y a tout le travail qu'on peut faire sur la raison et la volonté. Parce que, comme je t'ai dit, le deuxième temps, il nous est donné. Une fois que j'ai l'émotion qui naît, je sens la moutarde qui me monte au nez. Maintenant, j'ai un degré de liberté pour me dire, écoute Thierry, est-ce que je crie sur Julien? Est-ce que je l'agresse, je l'insulte? Est-ce que je me laisse aller? Est-ce que je me laisse emporter par cette colère qui monte? Ou est-ce que j'arrive à la dominer, à me dire, mais écoute, tu vois, justement, à pouvoir me dire, mais peut-être qu'il n'a pas voulu, peut-être que c'est de la maladresse, c'était pas forcément intentionnel, il n'a pas forcément voulu m'offenser, il n'a pas voulu m'humilier, et puis bon, à quoi bon s'énerver, et puis c'est quelqu'un que j'apprécie. Voilà, il y a tout un tas de choses intérieures qui peuvent me permettre de réguler sur le moment cette émotion pour, au lieu de la laisser m'emporter, la dissiper, la chasser, et me dire, ça sert à rien de m'énerver. Il y a un travail que je peux faire sur la pensée, je peux le faire par la parole, je peux te dire, écoute, je ne veux pas m'énerver avec toi, Julien, je ne veux pas qu'on s'engueule, je préfère qu'on en reste là, voilà, je vais rester calme. Alors mettre des mots sur l'émotion. Voilà, mettre des mots sur l'émotion pour aller contre cette émotion, pour me faire de l'autosuggestion, me dire, écoute, Julien, on a toujours une bonne relation, je veux pas qu'on s'énerve, je veux pas, tu vois, je vais essayer de me trouver des justifications pour ne pas laisser la colère m'emporter parce que sinon ça va éclater. Donc ou alors je peux comportementalement couper là, comme certains le font, ils raccrochent. Au moins ils se sont pas énervés, mais ils fuient. Mais parfois il y a des fuites qui sont salutaires, c'est-à-dire que, et notamment tu vois dans une négociation, vaut rompre un moment une négociation plutôt que de se laisser entraîner à une escalade. Où finalement il va y avoir des dommages dans la relation et finalement on n'arrivera plus à négocier ensemble parce qu'on se sera tellement étripé que on aura endommagé notre relation. Et donc mieux vaut couper court. Écoute, on se reparle demain puisque je vois que là et donc là tu vois comportementalement la fuite. Pour ça qu'on dit parfois courage fuyons. Parfois la fuite peut être salutaire parce qu'elle empêche les choses de s'aggraver et de compromettre une relation. Oui, donc
Donc voilà, il y a tous ces aspects-là où je peux aller courir, tu vois, je vais courir, là je me défoule, ou je tapais dans un punching ball. En fonction de chacun, comment on peut réguler ses émotions et notamment sa colère, en se connaissant. Certains, il va falloir qu'ils s'allongent par terre, tu vois, voilà, réfléchir, il faut qu'ils aillent courir, et ainsi de suite. Donc il y a plein de manières de réguler, et tout ça, c'est ce que l'intelligence émotionnelle peut apporter comme clé de lecture, et c'est des choses qui existent depuis 2500 ans. Hein. C'est pas l'intelligence émotionnelle n'est pas née avec Goldman. Goldman a mis un mot qui en a fait une sorte de discipline, mais il y a tout un savoir antique et un capital des âges sur la régulation des émotions. Il y a des traités des passions, justement, à toutes les époques. Descartes en a écrit un, Hume, Spinoza, Kant, tous les grands philosophes ont énormément réfléchi sur les émotions. Ce n'est qu'à la fin du 19e siècle que le mot émotion s'est imposé. Et notamment parce que Darwin a écrit un essai sur les émotions. Et donc, comme Darwin avait énormément d'influence comme scientifique, du fait, bon, évidemment, de sa théorie de l'évolution, il a écrit un essai sur les émotions. Et c'est donc sous l'influence anglo-saxonne et de la psychologie anglo-saxonne que le mot émotion s'est imposé. Mais si on veut chercher des références sur les émotions avant la fin du 19e siècle, il faut chercher au mot passion. D'où cette notion de passivité et de pathos. Mais c'est la même chose. Ah, c'est passionnant. Donc, si je comprends, je vais mettre des mots, alors, je vais essayer de mettre avec ma compréhension, c'est que d'une certaine manière, nous en négociation, on dit que la seule chose qu'on peut pas contrôler, c'est l'autre. On peut se contrôler soi, et c'est déjà assez difficile. Et de ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est que je peux pas contrôler ce stimuli extérieur ou intérieur à l'émotion, ni l'impact que ça pourrait avoir sur l'autre. Par contre, moi, ce que je peux réguler ou contrôler, c'est comment est-ce que je vis l'émotion déjà dans un premier temps et comment je la retranscris par rapport à mon interlocuteur. Et après, peut-être dans un dernier temps, ça me permettra d'influencer ou d'orienter mon interlocuteur. C'est vraiment ça, cette intelligence émotionnelle. C'est de faire avec ce qu'on a, de mettre des mots, d'identifier l'émotion, de la réguler chez nous, soit pour la diminuer si c'est une émotion négative, soit pour voir ce qui fait que c'était une émotion positive et faire en sorte de l'entretenir. Et après, de pouvoir influencer son émotion. Tu as utilisé le mot, c'est influencer, effectivement, pas contrôler. C'est vrai que, comme tu le disais au début, on peut pas contrôler l'autre. Par contre, on peut l'influencer quand même. Donc, on peut infléchir justement nos paroles et nos actes, qui sont les deux voies principales par lesquelles j'agis sur tes émotions. Parce que je peux te dire une chose là, et quasiment, je dirais, de manière magique, je pourrais te mettre en colère en une seconde. Oui, bien sûr. Il suffirait que je t'insulte et subitement, donc j'ai bien réussi à agir sur ta vie émotionnelle puisque j'ai réussi à te susciter une émotion négative qui est la colère. Au même titre que peut-être je peux te susciter de la gratitude si je commence à te faire un compliment parce que il se trouve qu'effectivement tu es très élégant aujourd'hui, Julien. Voilà, tu vois, et tu as souri. Alors après, ça peut être évidemment, on va dire attention, c'est de la manipulation. Évidemment, il faut que ce soit sincère. Mais tu vois, des compliments ou des remerciements. Et d'ailleurs, je ne t'ai pas remercié encore de m'avoir invité à ce podcast. Mais tu vois, c'est des paroles que l'on échange qui vont te faire du bien parce que ce sont des bienveillances et des dons que tu reçois et donc tu vas peut-être en avoir de la gratitude. Donc, on peut quand même influencer justement et notamment moi ce que je préconise c'est de jouer justement sur l'admiration et sur la gratitude, donc de distiller de la perfection dans l'échange à la fois dans la communication mais aussi dans la négociation, ou de distiller du don, des petits dons qui vont créer un petit capital de gratitude qui vont mieux disposer la personne à vouloir communiquer, négocier et aboutir à un accord. Donc alors évidemment, c'est pas dans un but manipulatoire, il faut que ce soit dans un but effectivement de bienveillance mutuelle. Mais même évidemment, si ça peut être, bien souvent, il y a des gens qui feignent la bienveillance ou qui feignent l'exemplarité ou ils feignent d'être amical pour obtenir quelque chose de nous. Donc évidemment, on peut se laisser prendre, on peut se laisser, mais du coup c'est bien qu'on a réussi à nous prendre par les sentiments. Mais d'ailleurs c'est ce qu'on dit. Si je te prends par les sentiments, c'est ça l'intelligence émotionnelle. C'est l'intelligence du cœur. C'est si je te prends par le cœur, si je te prends par les sentiments, il y a de grandes chances que tu puisses accepter de faire telle et telle chose pour moi. C'est toujours mieux que passer par la douceur que par la force, parce que la force c'est contraignant.
alors que si je te prends par les sentiments, tu as l'impression de me faire un don, de m'accorder un service, voilà. Et du coup, tu es mieux disposé à faire quelque chose. Donc, parce que la seule personne qui peut faire quelque chose, c'est l'autre. Et plus je vais avoir ce rapport de force, plus j'impose, plus l'autre va vouloir s'opposer. Alors, c'est vraiment intéressant. Là, j'ai vraiment plein de questions qui me viennent en tête. Mais je veux revenir déjà peut-être sur quelque chose avant même d'aller sur ton modèle, parce que tu as parlé d'admiration, de gratitude, mais avant qu'on arrive sur ce modèle de peur, admiration, envie et gratitude, est-ce qu'il y a des facultés de l'intelligence émotionnelle? Parce que d'une certaine manière, on a parlé d'influence, on a parlé de cette notion de se maîtriser, mais j'imagine que pour se maîtriser, il faut se connaître. Il faut se connaître. Et puis le gentil compliment que tu m'as fait, je vais le vivre différemment si c'est toi, ou si c'est ma femme, ou si c'est mon fils. C'est-à-dire est-ce qu'il y a des intelligences émotionnelles différentes dans sa sphère privée, dans sa sphère professionnelle? Et c'est quoi ces facultés de l'intelligence émotionnelle qu'on peut identifier dans le but, pour les gens qui nous écoutent ou nous regardent, d'augmenter leur quotient, si on peut parler de quotient d'intelligence émotionnelle? Oui. Alors oui, alors en fait, si tu veux, on décompose l'intelligence émotionnelle en 4 facultés. Tu en as mentionné 2 sur 4 déjà. Tu as mentionné la maîtrise de soi et la connaissance de soi. Je dirais que de ces 4 facultés, la plus importante, c'est la connaissance de soi. Okay. Et alors là, en plus, si tu veux, on a 2500 ans de réflexion là-dessus. Et comme tu connais cette citation qui est au fronton du temple de Delphes, temple d'Apollon, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc, le microcosme permet de connaître le macrocosme. C'est-à-dire que le travail du sage, du philosophe, je dirais même du psychologue, c'est de se connaître lui-même. Et c'est donc, on est notre propre laboratoire. Et tous les grands philosophes ont insisté là-dessus. Il faut d'abord faire un travail d'introspection, que ce soit Montaigne, que ce soit Hobbes, évidemment, que ce soit Platon. Donc tous les grands invitent d'abord il faut d'abord bien se connaître. Et d'abord observer en soi ces émotions-là. Et pouvoir donc mettre des mots dessus, les désigner. Donc ça, c'est la connaissance de soi sur le plan fonctionnel, c'est les émotions qui m'agissent et les comportements qui en dérivent, c'est-à-dire que je puisse suivre toutes les conséquences, toute la réaction en chaîne. Pourquoi j'ai fui cette personne? C'est parce que j'avais peur. Pourquoi j'ai fui cette personne? C'est parce que, en fait, je l'envie et ça me fait souffrir de la voir réussir comme ça. Il faut que je puisse faire un lien de causalité entre l'état émotionnel qui me prend et les comportements qui me viennent. Par exemple, pourquoi systématiquement, à chaque fois que tu proposes quelque chose, je suis contre? Tu vois, okay. Je vais m'opposer à toi. Comment se fait-il que j'ai une dent contre toi? Tu vois, alors, les gens vont peut-être l'observer, mais moi, il faut que je l'observe aussi. Je me dis, tiens, mais c'est quand même bizarre, à chaque fois que Julien propose quelque chose en réunion, je suis contre. Et ça m'énerve. Et j'aime pas ça. Et voilà. Première étape, connaissance de soi. Connaissance de soi sur le plan de l'émotion, mais ça veut dire que d'une certaine manière, je dois être en capacité de mettre des mots sur cette émotion. Alors comme ça, c'est compréhensible, mais en fait, pour qu'on ait l'habitude d'échanger régulièrement ensemble, tirer là-dessus, c'est pas toujours évident de trouver les bons mots pour l'émotion, parce qu'on dit je suis content, mais c'est quoi derrière? C'est de la gratitude, c'est de la satisfaction, c'est de l'enthousiasme. Il y a une palette de vocabulaire qui existe, qui est assez impressionnante pour les émotions. Donc comment est-ce qu'on... C'est cette palette-là. Oui, je pense qu'effectivement, c'est cette palette-là. Moi, j'ai élaboré une palette à 16 émotions. Je pense que c'est cette 16 émotions, au moins ces 16 émotions. Alors, il y en a peut-être d'autres. En tout cas, moi, c'est le fruit de mes recherches. Je pense que, voilà, il faut maîtriser ces 16 émotions et il faut pouvoir les distinguer. Par exemple, distinguer entre la honte et la culpabilité, entre l'envie et l'indignation, entre la peur et la honte. Bien souvent, les gens disent qu'ils ont peur. En fait, ils ont honte. Parfois, ils disent qu'ils ont honte. En fait, ils se sentent coupables. Alors, en fait, c'est de la honte. Donc, je pourrais donner plein d'exemples où les gens ne sont pas vraiment au point sur même l'état émotionnel dans lequel ils sont. Donc, puis, connaissance de soi, premier truc, parce qu'on va être pris par le temps. Et à partir de là, tu peux agir, parce que tu peux essayer de maîtriser ces émotions. Si j'ai compris que je t'enviais, et que j'ai pas envie, et que l'envie va me faire honte, évidemment, parce que quand on se sent envieux, on se sent honteux. Voir si on est membre de la même famille, on est des amis, etc. Je vais même presque me sentir coupable, là, tu vois. Et j'ai envie de me défaire de ça, parce que voilà, on n'est pas fier de soi, de pouvoir être envieux de quelqu'un. Donc mais il faut d'abord que je me rende compte que je suis envieux. Et ça, c'est par exemple une émotion que on s'avoue très rarement et très difficilement. S'avouer qu'on est envieux de son frère, de sa sœur, de son voisin, de son cousin, de son ami, et ainsi de suite, son collègue. C'est difficile à admettre. C'est pourquoi en général on la dissimule d'ailleurs une fausse indignation, c'est-à-dire donc un sentiment d'injustice. Mais donc tu vois, il va falloir avoir cette lucidité, ne pas tomber dans ce que Sartre appelle la mauvaise foi. Il faut être honnête avec soi-même. Il faut être honnête avec soi-même. Au moins avec soi.
pas se raconter des histoires. Oui, je suis victime d'une injustice. Mais oui, mais il a réussi, mais c'est grâce à papa et maman. Enfin, toujours se raconter des scénarios pour se défaire de tout sentiment d'envie. Enfin, de ne se croire pas envieux, mais de se croire indigné et victime d'une injustice. Donc, après, pouvoir donc mettre en place des stratégies comportementales qui vont permettre de réguler ces émotions. Et notamment, tout à l'heure, on a parlé des émotions, c'est éruptif. Et la meilleure manière de se soigner, c'est de faire de la prévention. Et c'est de travailler sur des habitus. C'est des routines comportementales. Comment je peux travailler ma patience au quotidien, ce qui va m'armer quand une vraie colère va arriver. Il y a plus de chances que je puisse la réguler parce que j'ai travaillé des dispositions stables du comportement. Donc ça, c'est le travail de maîtrise de soi. Ça, alors, je reste là-dessus 2 secondes, Thierry, excuse-moi. Connaissance de soi dans un premier temps, maîtrise de soi. Est-ce que pour les personnes qui vont nous écouter, tu peux nous donner 3 tips? Alors, je suis désolé de simplifier à outrance ton travail, mais est-ce que tu peux nous donner 3 tips pour avoir une meilleure maîtrise de soi sur ses émotions? Est-ce que ça peut passer par de la respiration, de l'étiquetage émotionnel, des focus internes, de l'introspection? Est-ce que tu aurais 3 choses que toi, tu utilises dans ta boîte à outils qui sont facilement utilisables pour les gens qui vont nous écouter pour gagner sur cette maîtrise de soi? Oui, alors évidemment là il y aurait beaucoup de choses à dire. Disons que ce qu'il faut effectivement, c'est faire d'abord le travail de discernement. Okay. Donc il faut d'abord pouvoir faire de l'introspection, c'est-à-dire savoir observer son état émotionnel et faire ce travail. Pourquoi à chaque fois que on parle de quelqu'un en bien, ça m'énerve? Mais tu le fais a posteriori, ça? Parce que alors, tu le fais a posteriori ou alors évidemment, à partir du moment où tu as ces outils, tu peux essayer de le faire en temps réel, tu vois. Ok, super. Et donc, moi, c'est ce que j'essaye de faire et de voir que, tiens, là, comment se fait-il que j'ai telle petite irritation qui commence à naître ou petite tristesse qui commence à naître? D'où ça vient? Est-ce que ça vient pas peut-être de l'envie? Tiens, je viens de voir ou d'entendre quelque chose qui me rend un peu envieux et c'est un prémisse de début d'envie, tu vois. Parce que parfois, il faut vraiment commencer aux signaux faibles. Hein, plus on commence tôt, et mieux c'est, tu vois. Et se dire, tiens, là, je viens d'avoir une petite pensée d'envie, ou je viens d'avoir une petite réaction d'envie, et essayer de justement tout de suite la prendre au tout début pour pouvoir plus facilement la négocier, la chasser et dire, bon, écoute. Donc, maîtrise de soi, ça passe par un focus interne, d'une certaine manière, un voyage au fond de nous, et pour mieux se maîtriser, mettre des mots sur les émotions et essayer de retracer, troisième chose, le chemin qui a créé cette émotion. Exactement. Et donc identifier ses faiblesses, c'est-à-dire ses faiblesses émotionnelles. Est-ce que j'ai un problème de peur? Est-ce que j'ai ou des problèmes de peur? Donc je suis un peu couard, un peu faussard, un peu voilà, il y a trop de situations et dont je dois travailler sur la peur. Ou est-ce que j'ai des problèmes de honte? Parce que ça peut être des hontes pour des questions physiques, des questions d'apparence, des questions sociales, voilà. Et on a tous des centres de honte et certains, ça nous empêche de vivre. Notamment les hontes physiques nous empêchent de faire un certain nombre de choses parce qu'on n'ose pas, parce qu'on a peur du regard des autres, etc. Donc la honte peut être très inhibante, très paralysante. Donc il y a un travail à faire sur ça. Est-ce que j'ai des problèmes de culpabilité? Est-ce que j'ai des problèmes d'envie? Donc, je suis envieux, je suis jaloux, voilà. Est-ce que j'ai des problèmes d'indignation? Il y a des choses il y a des injustices que je supporte pas. Il faut que j'identifie les émotions qui viennent me prendre trop souvent et qui peuvent justement me mettre dans des états seconds qui peuvent abîmer après ma santé. Parce que quand on parle, moi je suis pas de ceux qui disent qu'il n'y a pas d'émotions négatives. Les émotions négatives, d'abord, elles sont désagréables, mais ensuite, après, elles ruinent la santé. Si tu te mets tout le temps en colère, si tu as tout le temps peur, si tu es tout le temps envieux, ou tu te sens coupable ou honteux, tu es rongé intérieurement. Si ta santé, tu vas faire des ulcères à l'estomac, voilà, tu vas faire de l'arthrite, tu vas faire plein de choses, tu vas des problèmes de dos. Après, tu vas somatiser tout ça. Donc, on peut pas laisser quand des émotions reviennent trop souvent, elles vont ruiner ta santé. Tu vas faire des arrêts. Donc, il faut prendre ça au sérieux. Et puis après, il faut se donner des exercices dont je parlais, c'est-à-dire qu'il faut faire de la prévention. Moi, je suis favorable à la prévention, et c'est comme ça que je fais travailler, c'est que il faut s'astreindre à travailler certaines de ces vertus qui permettent de réguler la colère, certaines qui permettent de réguler la peur, certaines qui permettent de réguler l'envie. Il faut que donc je travaille les dispositions du comportement qui permettent le mieux de contrôler ces émotions. Et ça veut dire prendre des exercices. Toute
tout processus d'apprentissage passe par des répétitions et par des routines. C'est plus je m'astreins à être patient et plus quand la colère vient, je suis capable de la maîtriser. Plus je m'abstiens à être doux, à être indulgent, à être bienveillant, clément, voilà, quand j'ai à rendre la justice, etc. Et plus je vais empêcher la colère de venir. Et pareil, pour la peur, il va falloir que je travaille l'audace, prendre des risques, affronter un danger. Et les TCC font ça, hein, les thérapies cognitivo-comportementales, pour soigner les phobies. On va t'amener à procéder par des petites étapes graduelles d'actes de courage. Tu vois, parce qu'il faut bien, et pour lutter contre la peur, il y a que cette disposition inverse qui est d'affronter le danger et de surmonter sa peur. Donc voilà, il y a à mettre en place des routines. Si je sais que je suis colérique, il faut que je travaille sur toutes les dispositions stables du comportement qui me permettent de pas faire venir la colère. Si je suis patient, eh ben, j'attends patiemment. Voilà, quand tu arrives en retard à un rendez-vous, bah, si j'apprends la patience, bah voilà, quand tu vas arriver, je vais pas être tout de suite de mauvaise humeur et je vais mal te parler. Comment ça se fait que t'es en retard? Pourquoi t'es en retard? Etc. Tu m'as même pas prévenu, etc. Donc évidemment, tout de suite, je vais laisser la colère m'enflammer. Donc voilà, ça c'est deux tips, je dirais, enfin deux gros tips. Le travail de lucidité, d'introspection, le travail de routine, de mise en place de routine. Et après, il y a des routines différentes. Il faut les adapter. Là aussi, il faut partir du tempérament de la personne et aussi de je dirais, de toutes les activités dans lesquelles elle s'est investie. Il y a des gens qui sont très corporels. Et donc, eux, il va falloir beaucoup les faire travailler par le corps, la respiration. Par exemple, un sportif, un athlète, des gens qui travaillent, un danseur, c'est des gens qui sont dans le corps. Et donc, eux, ils vivent leurs émotions par le corps. Donc, il faut ça passe par le corps, ça va passer par le toucher. Il va falloir les toucher, il va falloir d'ailleurs, on voit, les sportifs se touchent énormément. Ils se transmettent des émotions par le toucher. Alors qu'évidemment, tu vois, des chercheurs dans un labo, c'est pas par le toucher. Ça va beaucoup plus être par la réflexion, à la pensée. Il y a ceux qui sont des gens, les avocats, les acteurs, les gens qui sont de la parole. Donc eux, c'est par la parole qu'il faut leur parler ou il faut qu'ils se parlent à eux-mêmes. Mais la parole, évidemment, a une forte résonance sur eux émotionnelle. Génial. Donc il faut chacun choisir ses vecteurs. Je me souviens d'un documentaire où on voyait l'équipe de France. Et à la fin, Aimé Jacquet avait fait un long speech, et puis Zidane est venu voir. Coach, c'était trop long votre speech, parce que c'est des sportifs, donc leur faire un long discours, c'est pas forcément, c'est pas la meilleure manière de les motiver. Il faut les mettre dans l'action, il faut les mettre dans le corps. Donc tu vois, il faut se connaître. Si on est plus quelqu'un qui vibre par le corps, il faut aller courir, il faut aller taper dans un punching ball, il faut trouver des manières corporel de réguler ses émotions. Si on est plus un cérébral, évidemment, il va falloir plus s'allonger, réfléchir, fermer les yeux, se mettre dans le noir. Enfin voilà, il faut adapter à chaque personne en fonction de son tempérament et de sa manière dont il vit les émotions. Et ça demande évidemment un travail de personnalisation. Ça, c'est intéressant, ouais. Parce que sinon, voilà, je peux te faire un long discours, mais si t'es pas un cérébral, ça va pas te parler, ça va te saouler. Donc, tu vois, c'est maîtrise de soi passe par le fait de bien comprendre qui on est, pour certains de la respiration, d'autres du sport, d'autres plus intellectuels, du toucher pour certains. Et j'aime beaucoup ton exemple avec Zidane, parce que donc ça nous amène à cette troisième faculté, c'est que tu me dis que le coach a eu un discours qui n'était pas forcément adapté. Donc on a la connaissance de soi dans un premier temps qu'on a évoqué, on a la maîtrise de soi, et le troisième, d'une certaine manière, c'est la connaissance des autres. Et ben voilà, tu arrives justement à la troisième faculté, c'est connaissance des autres sur le plan émotionnel. Et c'est là que l'empathie est la faculté qui te permet ça. Qu'est-ce que l'empathie? Parce que beaucoup l'utilisent, mais pas beaucoup de monde mettent des mots dessus. Comment? Beaucoup de personnes utilisent cette notion d'empathie, mais c'est pas toujours évident à définir. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que l'empathie? L'empathie, c'est la capacité de ressentir ce que les autres ressentent. C'est de percevoir leurs émotions. C'est de réussir à se connecter à leur état émotionnel. C'est-à-dire, voilà, on va discuter, tu vas me raconter quelque chose de grave et de sérieux pour toi, et je vais ressentir ta tristesse, et moi-même, je vais m'attrister. Est-ce que c'est de l'empathie ou c'est de la sympathie, ça? Alors ça, c'est-à-dire que l'empathie, c'est la faculté
Alors, j'ai pris un exemple justement qui permet la confusion, donc je vais en prendre un autre. Si par exemple, tu me racontes que tu as gagné au loto et que tu vas partir vivre à New York, que tu es enthousiaste, et puis moi aussi, je vais m'enthousiasmer. Mais ouais, c'est génial, je suis content pour toi, Julien, c'est super, bravo et tout, et je viendrai te voir et tout. Là, tu vois, je vais m'enthousiasmer, je vais bien me connecter à ton état émotionnel. Donc, j'ai ressenti ta joie et j'ai eu envie de la partager. Et donc là, c'est pas justement de la compassion parce que c'est pas parce que tu souffres. Mais donc l'empathie, c'est la faculté de se connecter à quelle que soit l'émotion. Je vais ressentir ta tristesse, ta colère, ta peur, ta joie, ton indignation, et donc je vais réagir peut-être différemment. Moi, peut-être que je vais être contaminé par ton émotion. Je vais me laisser moi aussi. Tu me dis que tu as peur, et moi aussi je vais commencer à avoir peur parce que tu vas me dire oui, l'époque est dangereuse. Maintenant on dépasse dans la rue, et je vais me laisser. Donc l'empathie va me faire ressentir ta peur, et je vais me laisser contaminé, ou au contraire, je vais te dire, mais non, Julien, t'inquiète pas, le monde est sûr et tout. Donc, l'empathie, c'est la faculté de ressentir ce que les gens ressentent, que ce soit des émotions positives ou négatives. Bien sûr. Et donc, la compassion, c'est justement une émotion. Avant, on appelait ça la pitié, mais c'est la même chose. La pitié et la compassion, c'est-à-dire, c'est de souffrir quand tu souffres. Oui. C'est une des émotions les plus nobles. C'est celle que Rousseau et Schopenhauer ont mis vraiment au pinacle. Pour eux, c'est l'émotion la plus humaine, puisque c'est être capable de souffrir de la souffrance de quelqu'un. Pourquoi ta souffrance me fait souffrir? C'est étonnant. Pourquoi ce qui t'arrive et qui me concerne pas, ça touche pas ma vie, mais quand même ça me touche justement. Et ce que disaient Rousseau et Schopenhauer, c'est que c'est l'émotion qui nous relie. C'est que la souffrance d'un être humain, ça m'est insupportable. Ah, c'est vraiment génial. Je l'avais pas vu comme ça, parce que nous, sur notre univers de la négociation, on a une perception qui est légèrement différente. Puisque l'empathie, pour nous, on a pathos, souffrance, on a haine qui est dense, c'est une compréhension intellectuelle de l'émotion de l'autre. Effectivement, je vois que tu es en colère, je sens que tu es en colère, je perçois de la colère, ce qu'on veut. Alors que la notion de sympathie, c'est quelque chose qu'on va éviter. Parce qu'il y a sain qui veut dire avec, et le terme latin, c'est compassion. En fait, on va souffrir avec l'autre. Et d'une certaine manière, c'est qu'on va perdre cette lucidité émotionnelle à l'autre. Et ce trop-plein d'émotions va nous amener à moins bien négocier ou à sortir du mandat. Si tu es triste, je vais devenir triste. Et ça va me faire sortir de mon mandat. Si tu es extrêmement joyeux, je vais devenir extrêmement joyeux. Et c'est pour ça que beaucoup d'unités d'intervention ou d'équipes de négociation en entreprise fonctionnent à minimum par binôme ou par équipe pour éviter que le premier bascule dans la sympathie. Alors c'est différent d'être agréable, hein. C'est l'émotion de l'autre. Et c'est vraiment intéressant ton regard sur cette notion de compassion, parce que nous on va tout faire pour l'éviter. Alors que de ce que je comprends, c'est vraiment quelque chose qui est à la base de cette notion de négociation est extrêmement noble. Et extrêmement noble et extrêmement attachante. Et oui. De l'attachement. Et si je sens que tu as eu de la compassion pour moi, ça va créer un capital justement, parce que je vais ressentir donc ta bienveillance, je vais créer un capital de gratitude. Si par exemple je t'annonce, je sais pas, ma mère est morte, et je sens que ça te touche, eh ben je vais toucher que tu sois touché. Et oui, tu vois. Et c'est pour ça que voilà, quand dans les enterrements, les amis, la famille qui nous prennent dans leurs bras, qui nous manifestent vraiment, qui pleurent avec nous, c'est tellement beau que tu te dis mais comment se fait-il qu'il pleure de ma souffrance, quoi? Il pleure à travers. Et alors évidemment après le contexte de la négociation c'est autre chose, mais c'est-à-dire que moi je pense que ça va être perçu par la personne comme une bienveillance, et ça va créer un capital d'attachement. En fait, ça va permettre la création du lien. Comment? Ça crée du lien. Ça va créer la relation du lien. D'ailleurs, la compassion est une vertu, je crois, parce qu'il y a une connotation très judéo-chrétienne sur ce terme-là. Elle existe aussi dans le bouddhisme, elle existe dans toutes les grandes traditions religieuses. Tu as tout un enseignement sur la compassion, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme. Donc, mais effectivement, dans le christianisme, évidemment, c'est une religion de la compassion. Et on a même la notion de miséricorde. Donc, miséricorde, c'est le cœur qui se penche sur la misère de l'autre. Alors, c'est d'abord la miséricorde de Dieu, tu vois. Miséricordes, c'est être miséricordieux. Et on dit à tout pécheur miséricorde. Voilà, t'as fait une faute, mais mon cœur se penche sur ta misère et te pardonne. Et il y a de la compassion pour toi parce que je sais que tu souffres, parce que quand tu fais quelque chose de mal, tu vas avoir de la culpabilité, de la honte, et tu vas te ronger toi-même. Donc je souffre, j'ai de la compassion pour ça, parce que et donc
Oui, c'est une vertu très, très, très aussi judéo-chrétienne, absolument, mais tu l'as aussi dans l'islam. Allah est miséricordieux, voilà. C'est effectivement ce qui montre vraiment la profondeur de cette émotion, c'est qu'elle a une dimension spirituelle. Et quelle que soit, d'une certaine manière, notre culture, c'est le propre de l'homme. Ça, c'est vraiment génial. Donc, 4 facultés. On a vu la première. Première chose, un voyage intérieur, mettre des mots sur ses émotions, c'était la connaissance de soi. Ouais. Deuxième chose, la maîtrise de soi avec des routines, et tu nous as donné des exemples et des choses qu'on pouvait utiliser très concrètement une fois qu'on se connaissait, qu'on pouvait adapter. Connaissance des autres grâce à cette notion d'empathie. Est-ce que tu as des... D'empathie et aussi donc de connaissance de soi. Hein. Oui, donc en fait, la connaissance de soi va aussi jouer énormément dans la connaissance des autres. Bien sûr, parce que tout ce qui marche chez moi, c'est-à-dire que les envieux reconnaissent les envieux, tu vois, les peureux reconnaissent les peureux et ainsi de suite. C'est-à-dire que parce que voilà, on se comporte de la même manière, donc on va pouvoir. Donc si ça fonctionne, si ce que je lis en moi et que je comprends en moi va m'aider à et l'empathie évidemment, c'est dans la perception, c'est les moindres signaux que tu exerces. Ça effectivement, c'est la troisième. Est-ce que tu aurais une astuce pour développer son capital d'empathie? Parce que c'est un truc qui est extrêmement important en négociation, hein, c'est de s'intéresser à l'autre pour comprendre son univers, pour comprendre comment on peut créer du désir et de l'attention chez lui. Alors vraiment, nous, c'est une phase extrêmement importante qui est liée à l'écoute, et l'écoute active, notamment tous les travaux de Carl Rogers. Est-ce que sur cette notion d'empathie, tu as, toi, une astuce brandée Thierry Pommier, vraiment qu'on trouvera, vraiment qui pour toi fonctionne pour avoir plus d'empathie pour les autres? Alors moi j'ai l'impression j'ai rien inventé, hein. J'ai synthétisé et capitalisé. Je suis le nain sur l'épaule des géants. Donc mon modèle il est original, mais en même temps il synthétise énormément de choses qui existaient, qui étaient éparses. Et sur les techniques c'est pareil. Tu vois, je te parlais des vertus, la pratique des vertus. Ça remonte déjà à 2500 ans. C'est un savoir-être qui a déjà été identifié. Pour travailler l'empathie. Je crois que justement, c'est en cultivant l'admiration et la gratitude. C'est-à-dire, parce que quand tu cultives l'admiration, c'est-à-dire l'admiration de toutes les beautés et toutes les perfections qui t'entourent, c'est à la fois humaine mais aussi naturelle. C'est-à-dire que tu développes, je dirais, une sensibilité. Si tu arrives à cultiver, c'est-à-dire t'émerveiller devant un tableau, devant un coucher de soleil, regarder un animal, c'est-à-dire développer des états contemplatifs, va aiguiser ta sensibilité et va aiguiser aussi ton émotivité. C'est-à-dire que dans notre quotidien, admiration, gratitude, mais par exemple, je négocie avec toi et on est sur une négociation qui est tendue, qui est sensible, avec des gros enjeux. Je n'ai pas forcément beaucoup d'admiration pour toi. Je n'ai pas forcément beaucoup de gratitude. Il y a peut-être juste une volonté de te comprendre. Parce qu'on parle beaucoup d'empathie et c'est assez simple, effectivement, sur les personnes qu'on apprécie. Je trouve que ce qui est compliqué, c'est de faire preuve d'empathie avec des gens qu'on déteste. Tu vois, alors, c'est justement. Alors, tu as tout à fait raison. C'est pour ça, effectivement, ça va te fermer à l'empathie. Parce que justement, tu n'aimes pas cette personne. Et oui. Et justement, tout le travail que je recommande justement dans la négociation, c'est une préparation émotionnelle à ça. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un que tu n'apprécies pas, il faut que tu trouves en lui des sources. Génial. D'appréciation. Un dénominateur commun, un partage de valeurs. Parce que même si je t'apprécie pas, tu as quand même des qualités. Et oui. Et c'est un truc c'est génial, c'est quelque chose qu'on voit nous régulièrement. Et donc, il faut que tu t'appuies là-dessus. Parce que ça, c'est un rocher sur lequel tu peux construire. Parce que, tu vois, je peux dire, voilà, tu mets, je sais pas, à supposer que tu me sois antipathique, mais je pourrais dire, mais bon, il maîtrise son sujet sur la négo. Il a du style, il sait bien s'habiller, il a tu vois, c'est un entrepreneur, il a de l'audace. Tu vois, il y a quand même plein de choses. Je suis quand même obligé d'abdiquer, si tu veux, même de force. Ça va forcer à l'admiration. Tu vois, d'ailleurs, l'expression forcer l'admiration est très, pour moi, évidemment colorée d'envie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça force l'admiration. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis obligé de reconnaître que tu as des qualités et que tu es quand même quelqu'un de valeur. Tu vois, je suis quand même obligé, même si ça me tue de le dire. Et quand je commence à faire ce travail-là, je commence déjà un peu à muer dans ma manière de te voir, parce que
je suis quand même obligé de dire, c'est quand même un pro, il a des compétences, il a des qualités, c'est quand même un interlocuteur de valeur, c'est quand même quelqu'un, voilà, je suis quand même obligé de me convaincre que c'est pas quelqu'un de nul, je peux pas dire que c'est quelqu'un de nul, de mauvais, de crétin, non, je peux pas. C'est vraiment, c'est extrêmement puissant ce que tu viens de nous partager, parce qu'effectivement sur cette connaissance des autres, c'est toujours plus compliqué quand les personnes, on a une barrière, qu'on les apprécie pas, mais ce que tu nous dis en fait, c'est d'aller chercher le plus petit dénominateur commun, le sur quoi on est d'accord, c'est quelqu'un de professionnel, c'est quelqu'un de rigoureux, quelqu'un de carré, quelqu'un qui est un expert sur son sujet, quelqu'un qui est loyal, au moins à son entreprise, ou que sais-je. Et puis il a rapproché à ça pour travailler son empathie envers lui. Oui, exactement. Pour trouver des perfections en lui, des qualités en lui qui sont quand même admirables. Je peux pas dire que c'est quelqu'un qui n'a rien d'admirable. Il a des choses admirables. D'ailleurs, qu'il soit arrivé à la table avec moi, si on l'a mis là, c'est qu'il a des qualités, c'est qu'il a été reconnu, etc. Après, il y a toute l'autre dimension gratitude. Est-ce qu'il n'a pas fait des choses pour toi, d'une manière ou d'une autre, des services rendus sur lesquels tu peux, ou qu'il a fait pour des gens que tu aimes bien? Parce qu'il faut aller chercher, ou pour d'ailleurs, c'est parfois, tu vois, il a fait mais il a fait quelque chose pour cette personne, avec cette personne, il s'est bien comporté, et ça peut être sauvé. Ah bah oui, c'est vrai qu'avec cette personne, il s'est bien comporté. Avec moi, non, mais c'est vrai qu'avec je vais globaliser son comportement. C'est génial. Globaliser, essayer d'élargir, de trouver, est-ce qu'il t'a pas fait des dons à certains moments dans la relation? C'est vrai qu'à un moment, il a été patient, il m'a pas demandé de payer tout de suite. Il a fait preuve parfois de patience. Génial. Et donc, ça peut t'aider à justement non pas en faire un ami, mais avoir un regard un peu plus bienveillant, un peu plus amical. Et du coup, ça va justement prévenir un certain nombre d'émotions négatives et voir les atténuer, et qui va te permettre d'aller à la table des négociations en n'étant pas déjà avec le couteau entre les dents, en voulant le scalper, quoi. Et parce que là, c'est sûr que tu vas échouer. Et si je fais ça, je vais créer les conditions peut-être beaucoup plus favorables à l'échange, à la communication, au résultat. Et donc, je pense que j'arrive sur ma quatrième faculté. L'intelligence émotionnelle, qui est l'influence des autres. Et c'est qu'effectivement, à partir du moment où tu as pu faire ce travail de compréhension et d'empathie, et donc aussi alors justement d'indulgence et de sympathie et pour rechercher tout ce que tu peux sauver chez cette personne, après, comment je peux essayer d'influencer cette personne. Et déjà, ça peut être par l'expression de tout ça, justement, tu vois, les compliments, les remerciements qui se distillent dans une relation, ça part ça, parce que ça crée un capital de gratitude, parce que c'est des paroles d'admiration et des paroles de gratitude, le compliment et les remerciements. Donc ça, c'est des paroles que l'on peut, et puis ça peut être, voilà, offrir mais pourquoi dans tout endroit, on t'offre un café, on t'offre quelque chose? Pourquoi on fait un cadeau? C'est bien un petit don qui te dispose bien. Quand tu arrives quelque part et qu'on te dit, est-ce que vous voulez un café? Est-ce que vous voulez un petit gâteau, etc. Est-ce que je peux vous apporter? Et tout de suite, déjà, c'est une petite bienveillance et un petit geste d'attention qui déjà te touche. Oui. Et donc, réciprocité dans le don. Alors, il y a tous les travaux de Marcel Mauss qui sont passionnants sur les dons, mais c'est vraiment génial. Donc, si je mets des mots, parce qu'on voit énormément de choses, Thierry, ces 4 facultés avant d'influencer quelqu'un, qui va être le but de la négociation, c'est d'amener quelqu'un qui peut nous dire non, nous dire oui, si je dois faire un truc très, très schématique. C'est cette connaissance de soi, puis, une fois qu'on se connaît, cette maîtrise de soi pour après connaître l'autre et d'une certaine manière influencer son écosystème et son environnement. Oui, absolument. Et du coup, c'est une préparation. C'est-à-dire qu'il faut peut-être se préparer à la négociation, justement, si on sait qu'on a, je dirais, des contentieux avec cette personne, que justement la relation n'est pas pacifiée. Et en fait, moi, je dirais que il faut mettre toute négociation dans un cadre amical. Et soit il existe déjà parce qu'on est déjà, on se connaît, on est dans une relation. Soit si c'est pas le cas, il faut au maximum essayer de tendre vers ça, c'est-à-dire comment je peux recréer de l'amicalité dans le contexte relationnel, dans la relation, pour pouvoir préparer les meilleures conditions de la négociation sur le dur, parce que c'est toujours plus facile. Mon postulat, si tu veux, c'est que quelle que soit la difficulté de la négociation, si on s'apprécie, si on a justement de la bienveillance mutuelle, et on peut trouver une solution. À l'inverse, la moindre petite chose, la plus dérisoire, si on s'entend pas et qu'on se déteste,
ça va être compliqué. Alors, parce qu'on va pas être de bonne volonté. C'est-à-dire que voilà, c'est créer cette bonne volonté instantanée. C'est-à-dire que, ok, c'est compliqué, mais j'ai envie de trouver un accord avec toi, j'ai envie de trouver un compromis, j'ai envie de éventuellement faire des concessions, etc. Ouais. Parce que j'apprécie notre relation et je veux préserver notre relation. Alors attention à cette notion de compromis, de concession, qui pour nous est un piège de la négociation où on abandonne une partie de ce qu'on veut. Mais je retiens cette première partie qui est effectivement, nous, ce qu'on dit dans notre référentiel, on a sept mantras, et un des mantras, c'est que la seule personne qui doit être à l'aise, c'est l'autre. Et on doit créer les conditions pour qu'elle se sente le plus à l'aise possible, puisque la seule personne qui peut faire quelque chose, c'est l'autre. Et si on la braque, si on la met dans un coin, dans un corner, si on fait en sorte de la menacer, d'avoir un ultimatum, d'avoir un rapport de force qui est défavorable, il y a de grandes chances, et ce que tu viens de dire, que c'est très très bien, qu'elle crée les conditions, peut-être même pour saboter la négociation. Alors qu'on aurait pu trouver une solution, c'est plus le problème qui devient le problème, d'une certaine manière, c'est le différent avec un D à résoudre. Ce qui devient le problème, c'est la relation. Et on doit créer les conditions pour... Donc, c'est vraiment génial. En fait, l'intelligence émotionnelle, elle doit créer les conditions, d'une certaine manière, sur notre dimension des personnes, à fluidifier au maximum les échanges pour maximiser nos chances de prendre une décision éclairée pour solutionner le problème. C'est ce que tu nous dis. Oui, je dis que pour moi, une négociation réussie, c'est une négociation où à l'issue, tous les protagonistes de la négociation ressortent avec des émotions positives. C'est-à-dire que au moins pas négatif. No feelings, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ressorte tous en se sentant ni humiliés, ni offensés, ni en s'étant fait tordre le bras, etc. Il faut qu'on ressorte tous avec des émotions positives parce que c'est la garantie d'abord qu'on va respecter l'accord. Oui. Parce qu'il y a aussi ça, c'est que il suffit pas que on arrive à un accord. Après, il faut que l'accord tienne. Bien sûr. Et si les conditions n'ont pas été réunies, c'est que tu m'as forcé la main, j'ai l'impression que dans la négociation, tu as été très dur, etc. À un moment donné, je risque de vouloir te le faire payer ou de pas vouloir respecter voilà. Et donc, si je veux avoir un capital de confiance, c'est-à-dire qu'on a un vrai accord, je peux me fier qu'à la qualité de notre relation. Et est-ce qu'on a une relation de confiance? Et parce qu'évidemment, c'est écrit, on va signer un contrat, etc. Mais au-delà de ça, on sait toujours que un accord, ça peut toujours donner lieu à interprétation. Et il y a toujours une partie de l'accord qui peut passer à la trappe, ni vu ni connu, pas vu pas pris, voilà. Donc du coup, pour moi, et puis justement aussi par la question émotionnelle, c'est-à-dire que je me suis senti respecté, je me suis senti à parité. Je me suis pas senti en position léonine, tu vois, voilà. Tu as une position dominante sur moi et tu agis, tu passes en force et tu as la force pour toi, tu es en position de force et moi je suis en position de faiblesse et tu en abuses. C'est pas agréable. Bah voilà. Donc c'est ça, c'est créer des émotions positives tout au long de la négociation et que l'issue le soit aussi. Alors oui. Voilà, oui, effectivement. Tout au long de la négociation, c'est pas toujours si simple que ça, mais parce que c'est comme un film, hein. Tu peux vouloir aller au cinéma pour vivre des émotions positives ou des émotions négatives, ou de peur quand tu vas voir un film d'horreur ou un film comique. C'est plus subtil que ça, mais là où je suis entièrement d'accord, c'est que le but de la négociation, c'est d'obtenir plus à la fin, et surtout, la deuxième critère, c'est de faire en sorte que la relation soit au moins aussi bonne, ou en tout cas ne soit pas dégradée. Et l'intelligence émotionnelle vient de nous protéger là-dessus. Écoute, c'est vraiment passionnant et malheureusement on va être contraint par le temps. Il faut absolument qu'on fasse un deuxième podcast si tu le souhaites, qu'on parle un peu plus d'ailleurs de la peur, de l'admiration, de l'envie, de la gratitude une prochaine fois. J'arrive sur une dernière question, qui est une question que je pose régulièrement à tous mes invités. Si le Thierry d'aujourd'hui devait rencontrer le Thierry quand il avait 20 ans, quel est le conseil qu'il lui donnerait? Quel est le conseil qu'il lui donnerait? Qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil si tu devrais te rencontrer quand tu avais 20 ans? Avant tes 2 doctorats. Écoute davantage tes intuitions. Écoute, oh là là, c'est horrible de me laisser sur cette dernière note parce qu'on n'a même pas défini ça. On n'a pas parlé d'intuition, on n'a pas parlé d'intuition sur les émotions. Écoute, c'est passionnant, il faut absolument qu'on en reparle une deuxième fois et on commencera par cette phrase, écoute tes intuitions. Et c'est vraiment intéressant parce que ça vient en opposition plus avec la rationalité, donc c'est vraiment génial. Thierry,
Merci beaucoup pour ton éclairage, parce qu'on se rend compte que l'intelligence émotionnelle, c'est une vraie intelligence. Je regrette qu'elle soit pas plus enseignée que ça, parce qu'on parle vraiment beaucoup de quotient intellectuel dans la scolarité, et pas assez d'intelligence émotionnelle. Et on se rend compte que, mine de rien, c'est quelque chose qui nous aide beaucoup à nous comporter. Absolument. Et pour les enfants, ce serait très salutaire. Hein. Parce que les enfants, justement, ont des émotions qui partent. Ah oui. Et du coup, même dans les systèmes éducatifs et au niveau des enfants, ça serait parce que c'est justement eux, ils ont pas leurs émotions et elles les prennent complètement et donc par des petits exercices, des jeux, etc. Il y aurait vraiment matière à apprendre à réguler ses émotions. Mais je pense que c'est en train de venir. Ça prend du temps encore, mais c'est quand même un peu une tendance. Je pense, je suis optimiste que de plus en plus l'intelligence émotionnelle, les compétences émotionnelles vont être développées dans différentes institutions et à différentes étapes de la vie. Totalement. Et en tout cas, c'est un vrai levier pour mieux négocier, surtout quand on comprend ces 4 facultés. Merci Thierry pour ton temps et pour ton partage. Merci. Je t'en prie, merci Julien. Merci de ce bel échange. À très bientôt. À très vite. Et pour ceux qui suivent le podcast, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle émission de Pour Parler, le podcast de la négociation. Merci.